Avant la chute, l'humanité s'étendait aux 4 coins du monde. Nos ancêtres bâtirent de grandes cités et partirent à la conquête de terres nouvelles. Le progrès devint le moteur du changement. Dans les flammes de la chute et des guerres kaiju, beaucoup de choses furent perdues. La mort de l'ancien monde conditionna l'émergence du nouveau. La thaumaturgie est une réalité, les paramenas également. Au milieu des humains se cachent de vils paranthropes, des mutants que beaucoup considèrent comme une terrible menace. Nous vivons à une époque de fer et de vapeur, une époque de lames et de langues acérées où une réplique cinglante peut être aussi mortelle que la pointe d'une baïonnette. En l'empire de Francie, les hommes et les femmes de la Légion étrange luttent chaque jour pour préserver leurs concitoyens des dangers de la normalité. Voici une de leurs histoires. Épisode 1. L'Ardèche, tu meurs ou tu la quittes. Jour 1, extérieur jour. Aurore fronça les sourcils en observant la vallée. Il y avait quelque chose de pourri en art. Un vapocamion passa en contrebas, klaxonnant pour entrer dans le camp de la Légion étrange qui s'étalait sur la colline boisée alentour. Aurore soupira et coupa son enregistrement à présent gâché. D'un geste, elle jeta par-dessus son épaule sa paire de jumelles que José rattrapa in extremis. La paranthrope s'assit sur une caisse de munitions. Elle passa sa main dans son épaisse crinière blonde et se gratta le cuir chevelu avec un plaisir non dissimulé. Elle portait une ample chemise de bûcheron, un gilet assorti et un short, un peu court mais pas vulgaire, avec ses bottes d'équitation. Des zombies? J'ai horreur des zombies. Déjà, c'est complètement stupide. Et ensuite, cela veut dire que nous avons un plieur de réalité en liberté. Elle se tourna vers Étienne qui était en train de lire les rapports de la matinée. La Légion étrange avait pu sauver 14 personnes de Bourg-Félon. Pour la plupart, des personnes âgées et des enfants. Les 678 autres habitants étaient infectés et confinés. Des armes thermobariques avaient été apportées et chargées, prêtes à l'emploi. Mais le haut commandement voulait visiblement tirer cette affaire au clair avant de vitrifier la zone. Des événements similaires avaient eu lieu dans plusieurs pays. Dans le même laps de temps, ce n'était pas une coïncidence. Étienne, tu m'écoutes? Étienne bâilla ostensiblement à la question de la paranthrope. Ouais, je fais que ça. Je fais que ça. Les semaines qui avaient suivi l'opération Kirak avaient été éprouvantes pour cet ancien membre des forces spéciales, mais il était encore en vie, sans trop savoir comment. Il l'avait d'abord déploré, avant de, peu à peu, s'habituer à sa nouvelle affectation. Aurore, quand elle n'était pas sous sa forme paranthropique et ne se conduisait pas comme une enfant pourri gâtée, la première occurrence arrivant bien moins fréquemment que la seconde, pouvait être presque charmante. Écœuré par la perte de ses camarades et par la pleine mesure de la responsabilité de sa hiérarchie dans ces morts qu'il savait inutiles, il s'était détaché de son ancienne unité. Officiellement affecté à la protection de Madame la Baronne, officieusement prêt à envoyer chier sa hiérarchie. Il avait le droit à des permissions pour passer du temps avec sa famille, mais Étienne n'était à part lui pas pressé de les revoir. Il sentait qu'il n'était plus le même, et l'idée d'aborder une façade avec sa femme et ses enfants le fatiguait à l'avance. Il se familiarisait donc à l'environnement particulier d'Aurore, terriblement dépravé, et dans lequel il se refusait de plonger, estimant que c'était tout ce qui le séparait de l'épave. Il avait d'abord été hostile à cette communauté de paranthropes, mais réalisant peu à peu qu'il allait passer du temps avec elle, il s'était contraint à se montrer plus ouvert d'esprit. Il faisait un effort pour oublier leur vraie nature, les imaginant comme des humaines avec un trait un peu particulier. Et s'il pouvait à présent les fréquenter sous leur forme normale, et même passer des moments agréables avec, il grimaçait toujours quand leur vraie nature refaisait surface. Étienne ne savait pas trop où il en était dans sa vie, mais il se remettait de son expérience traumatisante peu à peu et restait dans l'attente de l'avenir. Mais je trouve que tu vas vite en besogne. Il y a eu des cas de morts vivants partout dans le monde, quasiment au même moment. Si c'est un plieur de réalité, soit il est vraiment très fort, soit c'est une secte, et elle est vraiment très forte aussi. Et si c'était un phénomène naturel, tu sais là, c'est leur nouveau truc, l'échelle de l'anormalité. Apparemment, des phénomènes anormaux se produisent spontanément quand il y a de la magie dans l'air. La paranthrope cligna plusieurs fois des yeux, comme si elle venait d'entendre quelque chose de particulièrement sensé venant de quelqu'un qu'elle n'avait pas l'habitude de considérer en tant que tel. Certes, sauf qu'un rebond de Speckman ne se produit pas non plus par hasard. Il doit y avoir quelque chose, ou quelqu'un qui a fait en sorte que cet endroit soit davantage perméable aux contre-coups. Figure-toi que j'ai fait mes devoirs en arrivant. Bourg-Félon a déjà été victime d'anomalies narratives de classe Navidson. Il y a de cela quelques années. Et il est possible que le problème n'ait pas été résolu.
Alors oui, on pourrait très bien ouvrir une bouteille de muscadet et regarder ces pauvres gens se faire vaporiser par des missiles incendiaires. Ou tenter de les sauver en remontant à la source du problème pour le corriger. Les jumelles à la main, José regarda le village en contrebas et fit la moue. Madame, je ne crains que cela ne soit que des zombies qui courent. La paranthrope leva les mains au ciel. J'ai rien dit. Cramez-moi tout ça. Brûlez-les tous, Sarn reconnaîtra les siens, hein. Étienne se redressa, saisissant son lourd lance-flamme qu'il avait perçu pour l'occasion. Il ne savait pas trop comment se comportait un cadavre animé, mais avec un tel engin dans les mains, il se sentait plutôt rassuré. Si Bourg-Félon a un passif, comme tu le dis, il faudrait être sûr de régler le problème pour de bon. Sauf si tu veux venir faire le déplacement tous les jeudis pour cramer des cadavres. Et l'odeur, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. La paranthrope souffla sur une mèche qui venait de tomber devant ses yeux. Non, bien sûr que non. L'Ardèche, c'est sympa en vacances, mais on s'y fait quand même vite chier. Elle avisa son fidèle majordome José Pamplemousse. En bonne américaine, elle faisait fi de toute appropriation culturelle. Bon, reste là et mets une bouteille au frais. On part faire une rando avec Étienne. Ce dernier lèvera un index désapprobateur. Attention quand même, on connaît pas encore les propriétés de ces trucs. Ils peuvent très bien répandre leur virus en cas de contact ou autre chose du genre. Et on sait pas non plus comment réagissent les organismes non humains à cette manifestation. Alors, pas de balade insouciante, si un de ces trucs nous mord les miches, c'est possiblement la fin. Pour toi comme pour moi. Aurore rangea son pistolet dans le holster sous son aisselle. À quoi bon y aller si ce n'était pas dangereux Quelques heures plus tard, Ok, c'était vraiment une idée de merde. d'une balle de gros calibre, Aurore fit sauter la tête d'un 5e mort-vivant agressif alors qu'Étienne terminait d'en faire brûler 3 autres. Aurore activa un petit boîtier à sa ceinture qu'elle remonta avec une bobine quelques tours avant de parler. Note vocale d'Aurore Dumas. Blablabla, mission de merde, blablabla, village pourri. Ces horreurs souffrent de symptômes pseudo-grippaux avec fièvre élevée, démence sévère, la nécrose cellulaire ressemble à une gangrène. Un 6e projectile vient se nicher dans la tête d'un ancien policier, à en juger par son accoutrement, alors que la glissière du pistolet claqua en arrière. Neutraliser complètement les sujets infectés exige d'importants traumatismes crâniens. Elle engagea un nouveau chargeur dans son arme de poing. Aucun doute, je porte un shorty inconfortable et trop serré, j'ai un gros flingue. Tu ne dis pas grand-chose et tu en pinces sûrement pour moi. Il y a des zombies partout. Nous sommes en plein cliché. Je crois que nous sommes bel et bien bloqués dans un Davidson. Occupé à brûler des cadavres depuis plusieurs minutes, Étienne faisait de son mieux pour ignorer l'odeur qui lui retournait l'estomac. Il n'avait jamais brûlé vif quiconque, et certes, en l'occurrence, il brûlait des non-vifs, mais la chair brûlée vivante ou morte devait avoir la même odeur. Les créatures, décérébrées et bestiales, avaient toutefois conservé leur aspect humain, donnant l'horrible sentiment qu'il incinérait des pauvres diables qui n'avaient rien demandé à personne. Étienne était donc sous tension, et l'intarissable babillage d'Aurore ne l'aidait pas à se calmer. Il finit par craquer. Ça suffit, je suis marié. Poussant un soupir excédé, il battit en retraite en voyant une dizaine de silhouettes apparaître dans son champ de vision. Le lance-flamme brûlait certes les cadavres, mais aussi le carburant. Il n'avait pas de quoi incinérer toute la horde. T'es obligé de faire ça maintenant? Parler dans ton enregistreur là. En plus avec tout le boucan autour de nous, on peut rien entendre dans ton machin. Un peu de répit serait le bienvenu, le bruit en attire de plus en plus. Marié? Mais enfin, quelle idée! Avec ton travail actuel? Aurore observa les environs, et c'était bientôt 20, 30 zombies qui arrivaient en courant dans leur direction. C'est le moment de changer de méthode. Écoute-moi bien. Un Davidson est capable de plier une portion de la réalité afin de la transformer en fiction. Face à un Davidson, on est piégé jusqu'à ce que l'histoire se termine. Nous voilà englués dans une mélasse de codes et de tropes qui forcent nos actions et écrasent lentement notre libre arbitre. Elle se mit à courir dans la forêt. Et comme c'est moi la blonde de ce scénario, j'ai aucune envie d'y passer la première. Alors cours! Hein? Mais attends! Étienne courait à toute allure derrière Aurore. Du moins, aussi bien qu'il le pouvait, avec son attirail sur les épaules. À la réflexion, un lance-flamme n'était peut-être pas l'arme idéale. Sans trop savoir pourquoi, il se voyait bien avec une machette en train de découper du mort-vivant à la pelle. Alors qu'il rattrapait la paranthrope, il dira d'une voix plus grave qu'à l'accoutumée. On devrait se séparer pour couvrir plus de terrain. Bonne idée! Et surtout,
Prends une décision stupide, comme t'arrêter pour récupérer la première vapo-caméra que tu trouves pour te filmer en train de courir. La paranthrope détala entre les arbres, glissant sous un talus pour se cacher, alors qu'Étienne semait ses poursuivants en se dissimulant dans un abri de jardin rempli d'outils agricoles en tout genre. Il retint son souffle, s'attendant à moitié à ce qu'un groupe de cadavres ne défonce la porte. Mais rien ne vint dans l'immédiat. Il expira, soulagé, remettant de l'ordre dans ses idées qui devenaient confuses. Une histoire à suivre ? Les thaumaturges lisaient trop de bandes dessinées. D'autant que ça n'avait rien d'une fiction. Ces zombies étaient bien réels. Voilà 28 jours qu'ils étaient arrivés, et lui se retrouvait à présent prisonnier de cette cabane au fond du jardin. Son carburant était épuisé. Il jeta son lourd attirail et avisa ses options dans la cabane. Il pouvait faire un massacre à la tronçonneuse, mais c'était sans doute trop bruyant. Il décida de se rabattre sur une hache de bonne facture, sans doute ayant appartenu à un bûcheron, parfaite pour combattre l'armée des morts. Nouant un bandana rouge qui se trouvait là autour de son front, il jeta un coup d'œil par la fenêtre afin d'évaluer le périmètre. Il fallait retrouver Aurore. Alors qu'il observait par la fenêtre, une main s'écrasa dessus, suivie par un râle d'un zombie. Une seconde plus tard, la porte fut enfoncée d'un coup de pied par un homme en t-shirt moulant, un pistolet à la main et une mèche devant les yeux. Il portait des mitaines de motard particulièrement ringardes au poignet. « Je m'appelle Léon, je suis un survivant, comme vous. J'ai un passé torturé et des traumas non résolus. J'ai l'air louche comme ça, mais vous pouvez me faire confiance. Venez, suivez-moi. » Étienne arqua un sourcil devant cette introduction peu commune et se sentit l'obligation de lui rendre l'appareil. Je m'appelle Étienne. J'ai été séparé de ma femme et de ma fille dans un accident de vapomobile avant que tout ça arrive. Je dois les retrouver parce que moi, je suis un bon père de famille. Alors je vous suis. Léon guida Étienne dans les ruelles typiques de Bourg-Félon, avançant discrètement, mais de façon tout de même un peu rigide. Soudain, une pluie de cendres commença à lentement tomber sur le village et une sirène lointaine se mit à retentir, qui semblait attirer la plus grande partie des zombies vers l'ancienne église du village. Au croisement d'une ruelle, les deux hommes tombèrent sur Aurore qui détailla Léon de la tête aux pieds d'un coup d'œil. « C'est qui ce guignol ?»« Je m'appelle Léon. J'ai un passé torturé et des traumas non résolus. » Oui, c'est bon. Ta gueule. J'ai compris. Tu es un personnage fonction et mon love interest de cette histoire. Elle se racla la gorge et prit une voix plus aiguë. « Oh, Léon. Je m'appelle Aurore, la fille du président de la collectivité de communes de Bourg-Félon. Merci de m'avoir secouru. » Étienne fronça brièvement les sourcils. Le discours d'Aurore était sans queue ni tête. C'était quoi, un love interest ? Et depuis quand était-elle la fille d'un fonctionnaire du coin ? Enfin, il ne l'avait jamais rencontrée avant, non ? Comment ça, secouru ? On vient de se croiser. Il grimaça. Bon sang, j'ai l'impression que cet endroit m'influence. Je me suis attaché ce bandeau sur la tête sans même savoir pourquoi. Tous les zombies sont allés vers l'église en tout cas. Il y a peut-être encore des survivants là-bas. On devrait y aller. Bonne idée, je pars devant, dira Léon en s'élançant à découvert de sa démarche rigide. Aurore se passa une main sur le visage en roulant des yeux. Par sarne, qu'est-ce que j'ai horreur de ces clichés. Je ne sais pas qui est le débile derrière ce Navidson, mais il commence à me courir sur le haricot. Elle montra à Étienne ses vêtements en partie déchirés, mettant en valeur ses hanches et sa poitrine. Il fallait que je tombe sur des ronces qui déchirent mes fringues comme ça. Je te jure. Elle passa une mèche de cheveux derrière son oreille. C'est pas mal ce bandeau, tu sais. Elle secoua la tête. Ah, il commence à me gonfler. Si on arrive sur un triangle amoureux, par pitié, tire-moi dans le genou. Après une claque sur son visage, elle ajouta « On se concentre, Aurore, on se concentre. L'église, on va voir ce qui se passe. Ça sera une scène d'exposition. » Étienne reluquera professionnellement les vêtements déchirés de la paranthrope. Une autre claque sur son visage suivra aussitôt. Bon père de famille, bon père de famille, bon père de famille. Y a pas de raison pour qu'il y ait des triangles amoureux, sauf si ma famille meurt. Et merde, y a quand même un truc qui me dérange. Souvent, les histoires de zombies, ça finit mal. Qu'est-ce qui se passe si le récit veut qu'on se fasse bouffer ? Il faut trouver la source du Navidson et réécrire nous-mêmes la fin, ou le forcer à le faire. J'en ai déjà combattu un, et c'était une bête machine à écrire démoniaque. Une soirée compliquée. Je te raconterai si on survit à tout ça. En se rapprochant de l'église, Aurore et Étienne aperçurent Léon se faire capturer stupidement par la horde de zombies qui le traînait par les pieds vers un autel de bois dressé devant le lieu de culte. Là, un adolescent en toge noire, un grimoire à la main, se mit à scander « Contemplez, peuple de Bourg-Félon, un espion du monde extérieur. Il apporte chez nous le malheur. »
Gouh, répondit la foule de morts-vivants sous les hurlements du pauvre Léon apeuré. Aurore glapit et attrapa le bras musclé d'Étienne. Oh non, nous devons le secourir. Aurore secoua la tête. Mais je le connais pas, ce type. Elle cligna des yeux. S'il te plaît, Étienne, il est important pour moi. Même si j'ai pas encore développé de sentiments pour lui pour le moment. Tu as encore tes chances si tu te comportes comme un mâle alpha là tout de suite. Mais qu'est-ce que tu veux que je... Étienne s'interrompit, les dents serrées. Mais qu'est-ce que tu veux que je... Non, t'as raison. On peut pas laisser notre ami se faire dévorer de la sorte. Après toutes les aventures que nous avons vécues, il est comme un frère pour moi. Il se tourna vers Aurore, des larmes viriles au bord des yeux. Si je reviens pas, retrouve ma femme et ma fille. Dis-leur que je les aime. Que je regrette d'avoir passé mon temps à privilégier mon travail à ma famille. Dis-leur de réaliser leurs rêves et ouais, en fait, ça c'est pas très bon, ça sent pas bon du tout. N'écoutant que son courage et le script, Étienne défoncera inutilement d'un coup de pied la porte grillagée le séparant de la horde de zombies. Il fit tournoyer sa hache autour de lui à la manière d'un nunchaku avant qu'elle ne termine sa futile rotation entre ses deux mains, dressées vers le ciel, prête à frapper. Hé, les zombies! Venez affronter un adversaire à votre taille. D'un seul mouvement, les zombies se tournèrent vers Étienne, leur bouche avide de le croquer. Le gamin en toge pointa un doigt vers lui. « Saisissez-le! Préparez le sacrifice pour le roi écarlate !» Soudainement, le ciel autour du village de Bourg-Félon prit la couleur rouge du sang. Un vapographe se mit à faire crépiter une musique agressive dans une maison attenante alors que la horde se jetait sur Étienne. Il repoussa les premiers rangs de sa hache. Il avait la sensation que ses bras et ses avant-bras avaient doublé de volume et qu'une toison pectorale lui avait soudainement poussé sur le torse. Il fendit des crânes comme des bûches, faisant diminuer le corps électoral de la localité à chaque mouvement de son imposante et inédite musculature. Aurore s'essuya le filet de bave qui coulait de la commissure de ses lèvres et prit une profonde inspiration. Non, tu n'es pas un trophée, tu es le personnage principal de ta propre histoire. Tu es une femme forte. Attends, quoi? Le roi écarlate? Mais il était pas mort, ce connard? Ah non. J'ai déjà donné contre ce fils de poulpe. L'apparence humaine d'Aurore se désagrégea alors que sa colère résonna d'aspect autour d'elle. Le bémol fit hurler la réalité. La carciste faisait jaillir, elle, tentacules et lames d'os de son corps anormal. Je ne serai plus jamais l'esclave de ce monstre, tu m'entends? Il n'entendait pas. La paranthrope bondit sur le cultiste en toge noire, croc et griffe en avant. Léon se redressa et éructa. « Oh non! Non! Ce n'est pas du tout ce que j'ai écrit! Tu es en train de tout gâcher !» L'hémoglobine et le sang coulaient à flot au milieu d'une macabre valse de membres découpés. Étienne ne se connaissait pas une telle maîtrise de la hache et constatait d'ailleurs que cette dernière tranchait la chair et les os comme du beurre, s'arrêtant à peine sur le chemin de son tracé sanglant en emportant grappe de zombies après grappe de zombies. Mais il en venait toujours plus. Sans trop savoir où il se l'était procuré, il alluma un cocktail Molotov et le jeta au sol, flambant toute la zone autour de lui, sans que, curieusement, les flammes ne l'atteignent, tandis qu'il se battait dans cette antichambre de l'enfer. Mais même un surhomme comme lui fatiguait. Il avait été mordu. Il sentait qu'il se transformait peu à peu, mais il devait emporter le plus de créatures possible dans un ultime baroud d'honneur. Je dois me battre pour mes amis, pour ma famille. La sueur perlait sur son front et ses muscles saillants lorsque la transformation d'Aurore brisa toute tension dramatique. Étienne la dévisagea, bouche bée, et se souvenant brusquement de tout. Mais c'était ce plouc de Léon alors le cerveau, depuis le début? C'était pourtant si prévisible. Étienne ne réfléchit pas plus. Délaissant la horde, il projeta son arme droit sur le concerné. La hache s'interrompit en plein vol. « J'ai dit non! Tu es censé mourir en héros, et moi j'ai la fille à la fin! Nous sommes dans un monde, c'est moi qui décide ce qu'il se... » Une éclaboussure massive de sang frais vient asperger le visage de Léon. Il se retourna lentement. Aurore, sur l'autel, émergea d'un nuage d'hémoglobine. Le cultiste réduit en pulpe à ses pieds. Elle essuya lentement le sang entre ses canines. Ses 4 yeux bleus acier se fixèrent sur Léon. Tu sais, Sakachias, il y a peu de choses que je déteste vraiment dans ce monde. Les endives, les suppôts du roi écarlate et les sombres merdes dans ton genre qui ont une définition moyenâgeuse du libre arbitre. Tu ne peux rien contre moi. Tes beaux discours ne peuvent rien contre moi. Je suis le maître de ces lieux. C'est mon histoire.
Aurore pencha la tête sur le côté. Et tu sais combien il faut d'élan d'énergie vitale pour maintenir une hache en l'air alors qu'elle vient d'être tirée par ton fantasme de virilité masculine en plein dans ta mouille? Un peu de cohérence, mon chou. Peu importe. Aurore croisa les bras. Justement. Un peu trop pour que tu conserves tous ces zombies sous ton contrôle. Elle esquissa un sourire carnassier. Keep up, amore mio. Sous le regard rond d'Étienne, les morts vivants se jetèrent sur Léon. D'abord un, puis deux, puis trois, puis tous ceux se trouvant à portée. Ils plantèrent leurs dents dans sa chair, arrachant morceau par morceau. Quand la hache tomba enfin au sol, le ciel était redevenu parfaitement normal, et les morts vivants s'étaient effondrés autour de la forme déchiquetée du Navidson. Aurore fit un pas de côté, troublée par le contre-coup d'aspect. Merde, je pensais pas que ça marcherait aussi bien. Elle vacilla et s'effondra sur le flanc. Étienne se précipita vers elle. Ce n'était peut-être que la fiction, un peu nulle s'il fallait être honnête, qu'avait pondu le Navidson. Mais il avait eu le mérite d'avoir un dernier combat digne d'une bande dessinée. L'un dans l'autre, ce colossal salopard pouvait être fier de lui dans l'au-delà. Pour un peu, l'ancien vétéran des forces spéciales se serait presque amusé, s'il n'avait pas eu son lot de griffes et de morsures. La douleur mise à part, la nausée avait disparu. Et les pensées à base de plats préparés de cervelle qui avaient commencé à l'envahir s'étaient estampées. Étienne était couvert de sang, tripes, membres. Ses vêtements étaient des ruines, faisant passer un homme des cavernes pour un dandy raffiné. Mais... what the fuck, comme ils disent en Albion. Murmura-t-il en avisant la pile de corps. Les morts avaient l'air morts, et leur influence anormale était partie avec eux. Du moins, il l'espérait. Sinon, il risquait fort de se transformer, lui aussi. Puis, il tiqua en réalisant qu'Aurore avait chu. Il s'approchera d'elle avec précaution, le souffle court. Toujours vivante? M'oblige pas à te faire du bouche à bouche. Aurore cracha un filet de sang. Visiblement mal en point, elle peinait à se redresser sur ses coudes. J'ai l'impression de m'être faite piétiner par tous les clichés d'un film de genre. Elle retomba au sol, passant une main sur son visage. Des larmes d'ivoire coulaient des 3 yeux qui couvraient sa joue droite. Je crois que c'est terminé pour moi. Étienne fronça les sourcils. Elle était sérieuse? À la hâte, il sortit sa trousse d'urgence. Il n'était pas tout à fait sûr que cela fonctionne sur une paranthrope, voire même qu'Aurore était blessée physiquement. Comment ça, terminé pour toi? T'as même pas été touché? Le filet de sang contredit toutefois cette idée. Il y avait bien une blessure physique en elle, peut-être causée par thaumaturgie, mais bien présente. Bon, et... elle est où ta blessure? Je sais pas comment fonctionne ton organisme, mais tu peux m'orienter. Elle se pencha sur le côté, utilisant ses griffes pour ouvrir sa propre cage thoracique. Le contre-coup devait faire dans les 2 kilos, Casper. J'ai plusieurs hémorragies internes et je commence à perdre ma motricité. Mon 2e cœur a éclaté et j'ai perdu 2 poumons sur 4. Tu vois ma veine cave inférieure? Celle qui est en train de se répandre dans mon organisme comme un tuyau d'arrosage percé. Faudrait que tu la clampes et que tu appuies sur mon sac péricardique. C'est celui qui ressemble vaguement à une grosse figue. Étienne fit de son mieux pour ne pas afficher son dégoût. Pour une fois, ce n'était pas tant parce qu'Aurore était une paranthrope, mais plutôt parce qu'elle venait de tranquillement s'ouvrir en deux. Il y avait une nuance entre tuer quelqu'un et voir l'intérieur de quelqu'un. Et Étienne n'était pas un chirurgien. Ce spectacle, qui plus est avec des organes anormaux, lui retourna l'estomac et le fit pâlir suffisamment pour avoir sans doute une teinte similaire à celle d'Aurore. Il inspira. Ce n'était jamais que des substances bizarres, pas de quoi paniquer. Des substances paranthropiques. Il allait vraiment sauver la vie de cette horreur? Elle lui avait sauvé la vie. 2 ou 3 fois en comptant aujourd'hui. Ses camarades étaient morts pour rien à cause d'elle. Mais elle lui avait sauvé la vie. Ils allaient se retourner dans leur tombe, le traiter de tous les noms depuis l'au-delà. Mais il allait lui retourner la faveur. Qu'allait-il devenir sinon? Allez, on inspire, on expire calmement. Dit-il, aussi bien pour elle que pour lui. Il saisira une petite pince chirurgicale qu'il utilisera sur la veine qui, effectivement, tenait du tuyau d'arrosage. Aurore semblait d'ailleurs le vivre assez bien. Elle ne se contorsionnait pas de douleur, restait lucide et même assez calme, compte tenu de la situation. Il mettra quelques secondes avant de localiser le sac péricardique, s'aidant de sa lampe de poche entre ses dents. Je l'ai. Ah, je l'ai. Allez, j'appuie. Incertain de ce qui allait se produire,
Étienne s'attendait à moitié à ce qu'Aurore explose dans une gerbe d'hémoglobine. Aussi, se prépara-t-il plus ou moins à être encore plus couvert de sang qu'il ne l'était déjà. Aurore se mordit les lèvres de douleur en poussant un gémissement. Étienne put voir, à l'œil nu, la malchair de son corps en train de se reformer. Le processus de régénération était aussi fascinant qu'il était dérangeant. Les os brisés se ressoudaient. Les tissus commençaient à se reformer. Aurore attrapa le bras d'Étienne pour rester consciente alors qu'elle retenait difficilement un cri de douleur plus aigu entre ses dents. Il fallut 1 minute, une longue minute pour que les saignements finissent par s'arrêter. Aurore roula sur le côté avant de lentement, péniblement, tenter de se remettre debout. Merci. Autour d'eux, les corps des morts-vivants commençaient à lentement remuer. Certains, ceux qui n'avaient pas eu le crâne fendu par la hache, reprenaient faiblement conscience. Étienne avait assisté à la régénération d'Aurore d'un air stupéfait. Il s'était attendu à un long processus chirurgical vu les dégâts causés, mais il avait juste fallu appuyer à un endroit, et toute la machine s'était relancée. D'un côté, il préférait ça. Il ne se sentait pas les épaules d'une opération à cœur ouvert. Mais de l'autre, c'était foutrement bizarre de se dire que l'humanoïde vaguement féminine à 2 pas de lui était un enchevêtrement de choses inexplicables. Elle n'avait pas l'air si différente d'une humaine parfois. Mais Étienne venait de voir l'étendue du décalage entre elle et lui. Il frissonna. Est-ce que tu peux te relever? Il interrompit sa question en apercevant du coin de l'œil les corps remués. Mais il n'avait pas tué le méchant. Il n'avait pas mis fin à tout ça. Et il avait été mordu. Il risquait de se transformer, finalement. Il déglutit. Relève-toi, vite! Ça va, ça va. Elle tituba un instant avant de reprendre sa forme humaine et d'observer les corps à son tour. Eh bien, ils vont avoir une sacrée gueule de bois demain matin, ceux-là. Étienne remarqua que les corps en question semblaient avoir perdu leurs stigmates de cadavres ambulants. Pour la plupart, des gens avec de simples morsures superficielles. Il laissa échapper un soupir de soulagement. C'étaient des gens normaux. Le danger était passé. Mais ça voulait dire que... Merde. Si on avait su que ce serait réversible, on n'aurait pas dû utiliser des armes létales. Enfin, on contrôlait pas vraiment ce qu'on faisait, mais... Enfin, t'as compris. Il resta mal à l'aise à l'idée d'avoir décapité et démembré des civils innocents. Mais qu'aurait-il pu faire d'autre? Mourir sous le nombre? Il secoua la tête. Ouais, y a plus qu'à attendre les hélicoptères maintenant. Il laissera passer un petit silence. Alors comme ça, tu mets les endives au même niveau que ce roi écarlate. T'as pas dû manger de vraies endives, hein. Bien préparées, je veux dire, hein, tu sais, avec de la crème et tout. Elle souffla du nez, moqueuse. Peut-être. Je n'aime pas les endives. C'est un fait. Pourquoi? Tu sais cuisiner maintenant? Elle revient sur les survivants. On n'aurait pas pu tous les sauver. Certains avaient de toute façon des blessures trop importantes pour survivre au-delà de la fiction. Elle donna un coup de coude à Étienne. Estime-toi heureux d'avoir une armure en scénario pour t'éviter la désagréable sensation de te transformer en zombie. Dans le ciel, 2 gyroptères de la Légion étrange commençaient leur approche pour se poser sur la place centrale du village. Étienne avisera ses blessures d'une petite moue. Ouais, ne va pas trop vite en besogne. Ces trucs vont peut-être refiler quelque chose qui n'a pas disparu. Je suppose que si c'est le cas, je passerai des examens médicaux dans un four à incinération. Il haussera les épaules, comme si l'idée l'indifférait. Mais franchement, c'était un peu marrant. On a arrêté ce dingue au bon moment, quoi. Mais d'ailleurs, si c'était ce type-là qui servait le roi écarlate et qui exploitait une faille de réalité préexistante, ça doit vouloir dire qu'il s'agit bien d'une secte qui est derrière tout ça, au niveau mondial. Et vu que t'as l'air de les connaître, quelque chose me dit que tu seras pas tout de suite au chômage. Il ne manquerait plus que ça. Quelques heures plus tard, Intérieure nuit, salle d'interrogatoire de la Légion étrange. Étienne et moi... Agent Dumas, voulez-vous bien couper cet enregistrement? Désolée, c'est addictif cette connerie. Aurore posa le micro-enregistreur sur l'austère table métallique. Étienne était à ses côtés, gavé d'antibiotiques et de sérum qu'il ne préférerait pas nommer. En face d'eux, le docteur Isabelle Beaumont terminait le débriefing. Et donc, c'est à ce moment précis que la hache a neutralisé ce cultiste, c'est ça? Pas vraiment. Dira Étienne en se grattant le menton, tâchant de se remémorer ce qui s'était produit. L'épisode de la fiction lui semblait lointaine dans ses souvenirs, presque comme s'il l'avait regardé au lieu de le vivre. Il a arrêté la hache en plein vol, mais ça a surchargé ses pouvoirs.
Aurore l'expliquera mieux que moi. Hein. Bref, il pouvait pas à la fois stopper une hache et contrôler ses créatures. Elles se sont retournées contre lui et ils l'ont bouffé, quoi. Le visage de rapace du docteur Beaumont se tourna vers la paranthrope. Aurore passa ses bras derrière sa nuque. Well, you know, je reste une carciste. J'ai quelques notions en thaumaturgie. Je vois. Elle griffonna dans son carnet. Bien. Vous allez rester quelques jours en observation, le temps que nous soyons sûrs que vous n'êtes pas infectés l'un comme l'autre. Vous connaissez la suite. Étienne ne corrigera pas Aurore. Il n'avait pas spécialement l'envie de se faire connaître comme le sauveur d'une paranthrope majeure. Mais il doutait que garder le silence soit dans l'intérêt d'Aurore. La Légion étrange allait la prendre d'autant plus au sérieux. Et c'était quelque chose qui pouvait facilement être à double tranchant. Il finira par demander... Et les anciens zombies, ils ont plus de stigmates? Certains ont survécu, d'autres sont morts d'une infection ou d'un anévrisme peu de temps après. Nous avons sauvé 387 habitants. Ok. Il reste plus qu'à attendre l'anévrisme ou l'infection, si je comprends bien. Le docteur Beaumont hocha la tête et sortit de la pièce. On vous apportera de quoi vous occuper. Aurore posa les pieds sur la table. Je te préviens, je suis imbattable à puissance 4. Une période entière d'isolation avec Aurore. Étienne en avait mal à la tête d'avance. Tu connais le docteur Maboul? J'y ai joué il y a pas longtemps. Il froncera les sourcils. Pourquoi tu leur as pas dit? Dis quoi exactement? Elle leva les yeux vers la vitre sans teint en face d'elle et fit un signe de tête discret à Étienne. Le vétéran des forces spéciales se tut quelques secondes. Il ne savait pas trop pourquoi il rentrait dans le jeu d'Aurore. Peut-être parce que la Légion étrange l'avait trop déçu dernièrement? Peut-être. Que c'était moi qui avais tué ce cultiste pendant que tu comptais Fleurette avec Léon. J'ai failli y rester, au passage. Ah, tu sais, je suis la championne pour céder aux tentations que l'on me met sous le nez. C'est dans ma nature. Et sinon, ta recette avec des endives, ça ressemble à quoi? Ah, c'est super facile à faire, pas besoin d'être cuistot. Il te faut des bonnes endives, du jambon, du beurre, du lait et du fromage. Tu les fais cuire à l'eau bouillante, comme ça, là, pendant 3 quarts d'heure. Tu les enroules de jambon et tu peux les enfourner. Le reste des ingrédients, c'est selon la sauce que tu veux faire. Dans l'absolu, tu peux faire sans. Je suppose que pour toi, faudra les faire cuire dans du vin, pour que ça te parle. Pourquoi alors gâcher du jambon, du beurre et du fromage avec des endives? Elle se pencha en avant. Et je n'ai pas un problème avec l'alcool. Je l'assimile juste différemment de vous autres humains faibles et fragiles. Elle tourna sa tête vers la vitre. C'est bon, ils en ont eu marre de nous observer. L'effet endive, j'imagine. Tu assimiles tellement bien l'alcool que tu assimiles aussi bien les gueules de bois. Tu peux sentir leur présence à travers la vitre? Ils ont pas des trucs anti-magie ici? Ils en ont, mais pas suffisamment efficaces pour couvrir les battements de cœur à travers une simple vitre blindée. Elle haussa les épaules. J'aurais fait une bonne toubib en vrai. Je suis capable de te diagnostiquer un cancer rien qu'en écoutant les bruits que produise ton corps, tu sais. Ah ça va, laisse les bruits de mon corps tranquille et réponds à ma question pendant qu'on est seul. Parce que j'ai besoin que tu sois le héros, Étienne. C'est ma façon à moi de te remercier. Et parce que, même si j'ouvre ma gueule en permanence, je souffre d'anxiété sociale. Je n'aime ni les compliments, ni les honneurs, et encore moins les questions qui commencent par « Mais comment avez-vous fait ça ?» Le vétéran des forces spéciales arqua les sourcils. Quoi? Toi? Anxiété sociale? Tu passes ton temps à faire tes soirées et ne manques jamais la moindre occasion de sortir de ton manoir. Quant à être le héros, c'est gentil, mais j'en ai vraiment rien à foutre. Tu m'as déjà sauvé la vie, alors pas la peine de me remercier. On est quitte, jusqu'à la prochaine fois. S'il y en a une. J'ai un petit côté maniaque du contrôle, si tu ne l'avais pas encore remarqué. Avec toi, avec mes proches surtout. Même avec Tigrou. Elle se prit la tête dans les mains et se massa les tempes. Je suis parfois un paradoxe ambulant, c'est si difficile à expliquer. Si je dis que tu es un parfait parapluie, ça te paraît insultant? Franchement, c'est pas l'objet le plus glorieux ou valorisant auquel on pouvait aspirer tendre. Tu veux que je te dise? T'as beau avoir je ne sais combien d'années de plus que moi, j'ai parfois l'impression d'avoir affaire à une adolescente. Franchement, Tigrou, José Pamplemousse, je connais même pas le vrai nom de ce pauvre type. Un flingue doré maintenant, ça rime à quoi tous ces caprices, Aurore? C'est quoi le projet d'avoir un tigre domestique, un titre de baronne ou un majordome qui s'appelle Pamplemousse? Parce que j'ai pas eu de putain d'enfance. Je vais souffler mes 110 ans cette année, et j'ai passé ma vie à en chier et à devoir survivre pour le seul crime d'être né paranthrope. Alors oui, merde.
Si je veux un gros flingue, un tigre et un putain de majordome, c'est ma revanche sur la vie. Ah ouais, la vie doit être vachement emmerdée de voir que t'as un tigre et un gros flingue. Il soupira, répondant plus calmement. Tu veux que je te dise? Ça te rend pas plus heureuse toutes ces conneries en fait. C'est pour ça que t'en veux toujours plus. Et que c'est toujours de plus en plus con. Parce que tu vois bien que ça sert à rien. Et arrête s'il te plaît avec le tire-larme. Je connais pas ta vie, hein. Mais t'as pas juste fait le crime d'être paranthrope. De y avoir quelques saloperies qui sont pas de naissance dedans, pas vrai? Peut-être que tu les as faites pour survivre, j'en sais rien, mais tu les as faites quand même. Tu peux pas t'attendre à ce qu'on fasse comme si de rien n'était parce que t'as eu une vie difficile. Moi, là, j'ai découvert que j'étais un pion sacrifiable, que ma vie de devoir valait de la pisse, que mes amis et frères d'armes sont morts pour rien. J'en suis à avoir peur d'avoir ma femme parce que je suis plus l'homme qu'elle a aimé. Alors tu t'imagines que c'est un tigre dans mon jardin qui va changer ça? C'était sorti, et ça lui avait fait du bien. Étienne sentit la main d'Aurore serrer la sienne. Ça fait du bien, hein? De communiquer de temps en temps. Monsieur mâchoire serrée. Moi je, gna gna gna. Le vétéran expira un sourire triste, acceptant la main tendue, en oubliant la nature de celle à qui elle appartenait. Quand elle avait un visage sincère, Aurore ressemblait à une humaine comme les autres. Ouais. On devrait faire ça plus souvent. Quelques jours plus tard, sur la côte asturienne. Brrr, grogna le tigre alors qu'Aurore caressait sa grosse tête féline appuyée sur ses genoux. Elle lui gratta le menton avant de retirer ses lunettes de soleil. José était en train de tailler la haie du manoir. Ses Valkyries passaient le temps à jouer au tennis en double, ou à faire semblant de jouer, à en croire le score. Sa main trouva un spritz et elle en prit une gorgée. Ouais, tu as raison, mon gros chat. On n'est pas trop mal ici. D'un mouvement de tête, elle chercha Étienne du regard. 15-0. Annonça placidement Étienne en levant le bras droit qui, à côté du terrain, arbitrait. Le collectif, bon sang, le collectif. Jouez à 2, allez, pas à 4. Vous êtes dans 2 équipes différentes, allez, allez, allez. Il siffla ensuite pour annoncer le début du prochain service. De sa place, les Valkyries avaient l'air tout à fait normal. À dire vrai, il se concentrait même pour ne pas se rincer l'œil. Même s'il savait leur vraie nature, l'emballage restait attrayant, reconnaissait-il avec culpabilité. Il avait commencé à s'y faire, à cette maison. Depuis leur retour, il prenait même un certain plaisir à participer aux distractions des propriétaires, s'aérant l'esprit en oubliant ses problèmes sans se soucier du lendemain. Au fond de lui, il savait que ce n'était pas vraiment une solution. Mais au moins, Étienne passait de bons moments. Il fit signe à Aurore en la voyant regarder aux alentours. Elle aussi, il commençait à l'apprécier. En dépit de sa nature et de son caractère, il lui découvrait une douceur et une gentillesse authentiques. Par contre, le tigre en liberté, ça, il ne s'habituerait jamais.